Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission dédiée au streaming sur Tech & Co. Et on va s'attarder aujourd'hui sur peut-être le synonyme du streaming aujourd'hui dans le monde, c'est Netflix. On y pense immédiatement quand on parle de regarder des séries ou des films chez soi peinard le soir. Et bien, il faut dire que ça ne va pas beaucoup changer puisque Netflix a publié ses résultats annuels et ils sont assez flamboyants pour ne pas dire autre chose. Ils ont atomisé toutes les attentes des analystes et du marché. Année après année, Netflix gagne toujours plus d'argent, toujours plus d'abonnés. Bref, tout va bien pour eux. Mais c'est quoi la recette du succès de Netflix ? Comment est-ce qu'ils font après plus de 10 ans en France pour continuer à dominer ce marché? C'est ce qu'on va voir avec mes deux invités du jour. Tout d'abord, Romain Bey. Salut Romain. Bonjour Clément. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Ravi de te recevoir à nouveau. Romain, spécialiste de la pop culture et cofondateur du podcast Originals. Tout à fait. Podcast dédié aux plateformes de streaming. Exactement, un petit rendez-vous de, on va dire une quarantaine de minutes chaque vendredi à 17h, où on revient sur les exclusivités uniquement par contre des plateformes. Et voilà, on va parler des contenus donc, dans ce podcast Originals que je vous invite à aller écouter. Et puis une nouvelle tête que je suis ravi d'accueillir dans cette émission, c'est Frédéric Bianchi. Salut Fred. Bonjour Clément. Fred, comment vas-tu ? Bonjour Romain. Bonjour. Très bien, parfaitement. Fred, on va te présenter. Ravi d'être dans l'émission. Journaliste à BFM Business, toi, dans la rédaction, et grand consommateur de films, de séries, qui aime lancer des débats. Exactement. Dans l'open space pour savoir qui a regardé quoi et qui a aimé quoi. On va voir comment tu analyses le succès économique de Netflix, quand même assez fou. C'est notre débat de la semaine. Comment Netflix fait pour faire toujours plus ? Voilà, c'est un peu la question qu'on se pose quand on regarde les résultats publiés par Netflix ces derniers jours. Quelques chiffres que je vais vous donner très parlants qui sont issus de ces résultats trimestriels du dernier trimestre, donc de 2024, qui sont condensés en résultats annuels. Netflix a franchi la barre des 300 millions d'abonnés dans le monde. Ce sont évidemment les premiers à y arriver. C'est très symbolique, avec un chiffre d'affaires par ailleurs en hausse de 16% sur un an, alors que la plupart des entreprises du secteur n'en sont pas là, et surtout un bénéfice net qui s'envole de 62% sur un an. C'est quand même assez insolent ces chiffres, Fred. Et assez inattendu quand on regarde un petit peu où on était Netflix il y a ne serait-ce qu'un an et demi. Ouais. Netflix avait vraiment cartonné évidemment durant la période du Covid. C'était au moment où on était tous à la maison, où les cinémas étaient fermés, donc on est tous allés sur Netflix. Par contre, l'après-Covid a été un peu plus difficile. Il y a eu la montée en puissance des plateformes concurrentes. Disney+, qui est arrivé, je crois, en plein Covid, 2020-2021. Ouais, tout à fait. Bon, la concurrence commençait à s'organiser. Les studios aussi arrivaient avec leur propre plateforme, Paramount+, Warner. Donc on s'est dit, quelle place il reste à Netflix dans ce paysage très morcelé ? Finalement, Netflix, contre toute attente, a bien réagi. Je dis contre toute attente parce que moi, la stratégie de Netflix, j'y croyais pas vraiment. Le lancement, d'abord, premier levier de cette reconquête, ça a été le lancement de l'abonnement avec pub. Ouais. L'abonnement je crois qu'il est à 6 € en France. 5,99 €. Alors il a été augmenté d'$1. Là, il va augmenter d'$1 aux États-Unis, en Argentine, dans certains pays. Il va certainement augmenter en France. Mais ça a permis à une certaine frange de la population qui n'avait peut-être pas les moyens d'aller sur Netflix et de supporter un petit peu de pub. Mais ça a quand même engrangé, en tout cas, participé au succès de ce renouveau de Netflix. Et puis Netflix, c'est aussi une position dominante. Et c'est vrai que quand on veut s'abonner à quelque chose, on se dit, on va aller sur Netflix, c'est là qu'il y a tout. A priori, quand on ne connaît pas très bien les plateformes, on se dit que c'est sur Netflix qu'il y a les séries les plus intéressantes, celles dont on parle, la machine à café, dans la rédaction de BFM Business, par exemple. C'est ce que je disais un peu en intro, quand on pense streaming, Romain, on pense Netflix. C'est devenu synonyme de streaming. C'est ça aujourd'hui. Effectivement, les grandes séries qui font parler, alors à la machine à café et ailleurs, elles sont essentiellement sur Netflix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des séries exceptionnelles sur les autres plateformes, mais celles qui font parler, celles qui créent des tendances en général, si on les cite, je crois que la première qui a explosé, c'est Stranger Things. Après, on a eu La Casa des Papel. En ce moment, évidemment, c'est Squid Game. Je sais qu'on va en parler un peu après. Il y en a d'autres. Il y a The Queen, il y a Emily in Paris. Globalement, les séries que les gens voient le plus, en tout cas ceux dont on a le plus de chances de tomber sur un collègue qui l'a vu, un ami, etc., c'est sur Netflix, globalement. Essentiellement. Voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire que sur les autres plateformes, quand on pense au succès de Succession, mais c'est un succès qui est d'abord critique, qui est d'abord d'estime, qui est d'abord une récompense de l'industrie, mais celles qui font vraiment, j'ai envie de dire, le buzz,
sont sur Netflix. Elles sont essentiellement quand même sur Netflix aujourd'hui. Depuis, j'ai envie de dire, peut-être depuis la fin de Game of Thrones, qui était la série qui n'était pas sur Netflix, que tout le monde regardait. Depuis que ça s'est terminé, effectivement, maintenant, il y a un peu moins de cette concurrence. Et puis, juste un mot, je pense qu'il y a aussi une dimension de contexte économique. Pendant 1 an ou 2, les gens se sont serrés la ceinture et ont peut-être arbitré en défaveur de ces plateformes de streaming qui nous coûtaient cher. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus d'inflation, il y a même de la déflation sur certains produits. Et on se remet à se lâcher peut-être davantage et à dépenser un peu dans ces services numériques. Et c'est Netflix, en tant qu'acteur en position dominante, qui en bénéficie. C'est le premier, effectivement. Puis il y a ce côté très agile aujourd'hui de pouvoir s'abonner, se désabonner d'une plateforme. Je pense que les abonnés sont assez captifs finalement. Alors, il y a toujours quelques vagues de désabonnement, mais c'est quand même assez rare. Moi, je me dis, bon, finalement, j'arbitre jamais en défaveur de Netflix. Je me dis, je le garde toujours. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver dans un mois, dans 2 mois, exactement, où je trouverai mon compte. Et de temps en temps, on s'abonne à Disney+, à Prime pour voir la série qui nous intéresse. Tu le disais, Netflix fait même mieux que pendant le Covid. Si on regarde au 4e trimestre 2024, ils ont recruté 19 millions de nouveaux abonnés, donc sur 3 mois. Pour donner un comparatif, pendant le trimestre du confinement en 2020, le premier confinement, c'était 15 millions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Netflix surperforme par rapport à une période où on était tous chez nous et on avait que ça à faire, entre guillemets. Ça veut dire que Netflix est incontournable, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on s'abonne à du streaming, c'est Netflix en premier réflexe, quoi. Et alors, les chiffres globaux sont meilleurs, mais ce qui a surpris aussi les analystes, c'est que Netflix continue à conquérir des abonnés sur leur marché a priori mature. Aux États-Unis, ils ont gagné 5 millions d'abonnés. En zone, ce qu'ils appellent EMEA, c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient, ils ont gagné 6 millions d'abonnés. C'est-à-dire qu'on pensait que ces marchés-là, ils avaient fait le plein. Ils avaient fait le plein aux États-Unis. Ils ont plus de 140 millions d'abonnés, je crois, aux États-Unis. Quasiment un Américain sur 2 à Netflix. Voilà, des dizaines de millions en Europe aussi. Il y a encore des abonnés à aller chercher, des gens qui hésitaient à franchir le pas et qui continuent à franchir le pas. Alors, au bout d'un moment, c'est vrai que quand ils auront fait le plein et peut-être qu'ils s'approchent finalement de leur maximum, ils vont devoir aller chercher des revenus complémentaires. Et je pense qu'on verra dans la suite du podcast où est-ce qu'ils pourraient aller les chercher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les signaux sont ouverts. Ils gagnent des abonnés partout dans le monde et surtout sur leur marché cœur de cible que sont les États-Unis et l'Europe. Et ils le font ça avec de nouveaux leviers, puisqu'on en a un peu parlé. La pub, c'est un levier financier, mais il y a aussi les contenus, tout simplement, qui attirent les gens. Romain, tu en as un peu parlé. Il y a la saison 2 de Squid Game qui est sortie à la fin du trimestre, là, qui aujourd'hui est à 165 millions de vues au moment où on a préparé cette émission. Ça va encore augmenter. Ça fait d'elle la 3e série la plus vue de l'histoire de Netflix. Évidemment, la 2e non anglophone, puisque la première, c'est la saison 1 de Squid Game. Et entre les deux, il y a Mercredi qui s'intercale, la saison 1 de Mercredi, dont on aura bientôt une suite d'ailleurs. Squid Game, ça veut dire que c'est ça aujourd'hui le produit d'appel de Netflix. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, ça reste cette espèce de banger absolu qu'on a attendu pendant des années. Et finalement, les gens sont là. Et les gens sont peut-être venus se réabonner spécifiquement pour Squid Game 2, quoi. Il y a un côté social, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où la pression sociale, où il faut avoir vu, il faut pouvoir en parler, ça c'est un vrai truc. Et il y a aussi que les plateformes ont aussi été dédiabolisées au fur et à mesure des années. Parce que maintenant, Netflix paie peu ou prou ses impôts, participe à la création française, c'est rentré dans la chronologie des médias, c'est plus un sujet, il n'y a plus de blocus de l'industrie, et c'est vrai que ça change aussi l'image qu'on peut avoir des plateformes en général, mais surtout Netflix qui est encore une fois la figure de proue. Donc du coup il y a tous ces changements qui opèrent, et effectivement si une série comme Squid Game fait autant de vues, c'est aussi parce qu'il y a plus d'abonnés qu'avant. Donc c'est un cercle vertueux, plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues, plus il y a de vues, plus il y a d'abonnés, etc. Donc il y a des séries comme ça qui sont complètement incontournables, et encore une fois on ne juge pas de la qualité intrinsèque de la série, juste c'est un phénomène. Et effectivement, à ce côté c'est intéressant ce que tu dis, ce phénomène social. Il faut avoir vu Squid Game 2. C'est-à-dire que si on l'a pas vu, on se retrouve un peu largué au boulot de attendez, moi je l'ai pas vu, me spoilez pas, et en fait on n'en parle jamais, quoi. C'est exactement, il y a une vraie pression sociale. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des études qui montrent que beaucoup d'utilisateurs regardent les séries en accélérant toutes les 10 secondes. Genre il faut à tout prix que je le voie, il faut que demain j'ai vu mes 5 épisodes pour en parler à la machine à café. Et ce que tu disais, Clément, c'est très intéressant. Netflix, ils ont un produit d'appel, mais en fait ils en ont 2 ou 3 par an de produits d'appel. C'est ça leur force. Ils ont Squid Game. Alors Squid Game, c'est pas tous les 6 mois,
mais entre ça va le intercalé, devenir parce qu'il va y avoir plein de spin-offs. alors, il va y avoir des Squid Game, spin-offs. Ils vont l'exploiter à fond. Intercalé, il va y avoir Wednesday, mercredi. Qui va revenir. Il y a des nouvelles saisons de Stranger Things. Il y a des documentaires. Celle sur Jeffrey Dahmer avait fait un véritable carton. La Casa de Papel, alors c'est terminé, mais il y en a d'autres. La chronique de Bridgerton, qui revient aussi chaque année. Et puis des films qui créent l'événement. On a la série des À couteau tiré, par exemple. Il y a un nouveau film qui va sortir cette année. Les fans de Netflix, eh bien, l'attendent. On avait eu Don't Look Up, évidemment, qui avait fait l'événement. C'était fin 2021 ou 2022. Donc voilà, Netflix arrive à avoir finalement plein de produits d'appel. C'est pas comme Apple, finalement, qui est dépendant de l'iPhone. À Netflix, ils sont... Bon, alors il y a certes Squid Game qui est l'archi-dominant, mais derrière, il y a une espèce de longue traîne de séries, de films qui attirent les gens et qui les retiennent en se disant bon, mais je vais pas me désabonner parce que dans 2 mois, il y a une nouvelle série qui arrive. Si on regarde un petit peu, par exemple, là, tout récemment, il y a eu un film avec Guillaume Canet, Ad Vitam. Et quand on regarde ce film, j'ai l'impression qu'il est plus destiné au marché international qu'au marché français. Il y a des plans sur Versailles, sur les vues de Paris, du Sacré-Cœur, etc. Dans la même logique que Sous la Seine, par exemple, que Lupin. Effectivement, en termes de série. Et je pense qu'il y a ça aussi qui est à prendre en considération, c'est la production qui a été aussi délocalisée dans les pays, etc. Et si on a un Squid Game aujourd'hui, évidemment la vague que ça représente était plus ou moins inattendue, mais par contre c'est aussi parce que Netflix a donné les possibilités dans les pays de pouvoir faire des choses. C'est intéressant ce que tu soulignes parce que est-ce que Netflix n'est pas aussi une exception là-dessus sur le côté? Regardez, on a parlé de Squid Game, on parle de Lupin qui à l'international cartonne, on regarde avec Netflix des séries qu'on n'aurait peut-être pas regardé ailleurs. On parlait d'HBO, etc. HBO, c'est plein de très grandes séries, mais c'est quasiment 95% de séries hollywoodiennes, tout à fait, très bien produites, etc. C'est pas la question, mais on n'aurait pas vu une série coréenne, une série espagnole comme La Casa de Papel, une série française comme Lupin cartonner dans le monde entier sur Prime Video, sur HBO. C'est quand même ça aussi la force de Netflix, c'est d'avoir ces productions qu'on va produire peut-être en Corée, peut-être en France, mais qui en fait derrière vont faire des centaines de millions de vues dans le monde entier, alors qu'elles sont tournées en français, en coréen. Enfin, moi le coréen, je ne parle pas un mot, et pourtant Squid Game, voilà, j'ai regardé la série en 4 jours, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est fou. Et c'est une vraie menace d'ailleurs, je pense, pour les médias locaux. Parce que c'est vrai que les Canal+ en France ou les chaînes coréennes ou espagnoles, bon, ils voient arriver une concurrence. Enfin, ils voient arriver, ça fait maintenant longtemps qu'ils sont installés dans le paysage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un artiste, un producteur, un porteur d'idées de projets. Je vais taper à la porte de Netflix plutôt que d'aller taper à la porte de Canal+. Alors en plus, ils ont les poches très bien fournies. Je crois que c'est 18 milliards de budget d'investissement. Ils investissent partout dans le monde. Quand tu es un réalisateur, tu sais que ta série, potentiellement, elle peut être vue dans le monde entier. Bon, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors il y a encore des productions locales, mais dans les années à venir, quand on voit les succès de ces séries coréennes, espagnoles, françaises à l'international, on se dit, moi je veux m'adresser au marché mondial, et c'est aujourd'hui Netflix qui adresse le marché. Qu'il faut aller faire ça. Donc on a parlé des séries et des films. Il y a un autre relais de croissance qui est en train de prendre sa place chez Netflix, et on le voit un peu dans les résultats, c'est le sport. Ça, pendant longtemps, le streaming s'est tenu assez éloigné du sport parce que on avait ce truc du prendre un championnat de foot, ça coûte très cher et c'est quand même assez rarement rentable. Pendant longtemps, le streaming a dit ça, c'est de la télé à l'ancienne, c'est pas pour nous. Netflix a changé son fusil d'épaule, j'ai l'impression. Il y a eu cet événement l'année dernière, sportif, on va mettre des guillemets, le combat entre Mike Tyson et le youtubeur Jake Paul qui a attiré des centaines de millions de personnes. Il y a eu des bugs, voilà, c'était une première diffusion en direct qui s'est pas toujours très bien passée, mais ça marque une étape dans l'évolution de Netflix, peut-être, Romain, sur le sport. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est là que Netflix va pouvoir chercher un truc en plus? En tout cas, on a vu qu'il y a un public, notamment aux États-Unis, où le marché du sport est particulièrement développé. C'est vrai que le sport qui arrive via Netflix, du coup, est quand même très anglo-saxon. C'est du catch, c'est de la boxe, c'est de la boxe, c'est du sport auto. C'est ce genre de produits, en fait. Mais c'est vrai que à côté de ça, il y a aussi des documentaires sportifs qui, là, pour le coup, sont beaucoup plus éclectiques. Je pense au Tour de France, je pense aux Six Nations, au rugby, Formule 1, etc. Ou en basket même. Et là, il y a pas mal de propositions. Et c'est vrai que là où il y a un énorme paradoxe par rapport à la façon dont Netflix s'est construit, c'est justement, vous avez un catalogue, vous pouvez regarder quand vous voulez. Là, tout d'un coup, on se recale sur des logiques de télévision linéaire avec des horaires en
live, des rendez-vous en fait. Et ça, c'est vrai que c'est un changement qui est vraiment à observer. Et c'est pas le seul changement que Netflix opère de cet ordre-là. Quand on pense qu'à l'époque, le partage de compte était un argument de vente et marketing, qui est aujourd'hui vraiment devenu totalement combattu. interdit. Voilà, il y a des évolutions quand même, et le sport fait partie de celle-là. Oui. Le sport, ça peut être rentable pour Netflix ? Alors, le sport, la manière dont le fait Netflix, je trouve que c'est très intelligent. Okay. Il ne candidate pas sur des droits sportifs sur une saison, comme l'a tenté Amazon, et le fait sans doute Amazon. Sur en la tout cas, Ligue 1, en France, Amazon, ils ont reculé, ils ne le font plus, parce que ça coûte excessivement cher et le retour sur investissement n'y est pas. Netflix, ce qu'ils font, c'est un petit peu la même stratégie que les films et les séries, c'est on crée l'événement. Ce sont des événements ponctuels qu'il va y avoir sur Netflix. Le combat de boxe dont tu parlais entre Tyson et le YouTuber, il va y avoir un combat de catch, il va y avoir une course de voiture, mais on va pas retrouver toute sa saison de Ligue 1, toute sa saison de NFL sur Netflix, parce que ça coûte très cher, et au final, ils s'aperçoivent que le consommateur aujourd'hui, il va picorer, il va prendre un petit peu le combat, un petit peu de ci, mais payer 15 €, 20 €, d'ailleurs on le voit en France avec DAZN, qui a beaucoup de mal à attirer et à recruter des abonnés, Netflix le fait sur de l'événementiel, et pour le moment ça marche très bien. Alors est-ce qu'ils voudront aller plus loin, investir dans une saison? Les analystes financiers qui suivent très bien Netflix que j'ai interviewés me disent non, pour le moment leur stratégie est la bonne, on fait de l'événement, on attire 100 millions de personnes sur un combat, pourquoi aller dépenser 500 millions pour s'acheter des droits du foot ou de je ne sais quoi, avec très, très incertain. Donc aujourd'hui, encore une fois, ils ont une stratégie payante. Et je voulais rajouter justement cette notion de live, on la retrouve pas que dans le sport, c'est-à-dire que là il y a eu l'événement autour du concert de Beyoncé à la mi-temps de je ne sais plus quelle compétition sportive, justement de football américain, pas le Super Bowl, c'était autre chose. Il y a eu le Noël de Sabrina Carpenter qui était en rendez-vous en direct, et là on voit en plus que Netflix va aller du côté des plates-bandes de Mariah Carey, qui est une institution aux États-Unis dans le monde anglo-saxon en général. On a cette tentative avec Eliane et le Sortilège d'avoir un film familial d'animation de Noël, ce qui est normalement la plate-bande de Disney et de Disney+. Donc Netflix fait quand même des tentatives éditoriales assez... Ils sont parassasiés, c'est-à-dire qu'ils pourraient se contenter de là où ils sont très forts, et en fait ils vont quand même tenter d'aller gratter les parts de Disney+ sur la famille, les parts d'Intel sur le live, etc. C'est ce que fait un leader qui n'a pas envie de rester... Et leader qui est tellement serein, qui va se permettre, donc on l'a évoqué un tout petit peu, d'augmenter ses tarifs une nouvelle fois. Je dis une nouvelle fois parce que ça fait quand même depuis 3-4 ans, c'est à peu près une hausse de tarifs par an. Pour l'instant, ça concerne donc les États-Unis, le Portugal, l'Argentine, quelques marchés clés. Pour l'instant, pas la France, mais probablement. On serait surpris que ça n'arrive pas en France. On va pas se mentir, préparer le porte-monnaie. De 1 à 2 $ par offre, ce qui ferait passer l'offre la moins chère aux États-Unis de 6 à 7 $ et la plus chère à un peu plus de 25, je crois. Sur le papier, on pourrait se dire, c'est quand même risqué de toujours nous prendre pour des vaches à lait. Est-ce qu'il n'y a pas le risque justement que les gens au bout d'un moment disent, ça suffit quoi, au bout d'un moment, je paye. S'ils le font, c'est que ça va marcher. C'est qu'ils sont certains de ne pas perdre les gens. Pour le moment, oui. Jusqu'à quand Je pense qu'il y a un prix. Là, j'ai regardé quand même les tarifs. Sur l'offre premium, 4 écrans, 4K, on va toucher les 25 $. On rappelle que Netflix était arrivé en France, je crois, à 7 €. Voilà, 7 €, c'était quasiment $1. Pour la plupart des foyers, c'était quasiment $1. Là, on va monter, donc on est à 15,50 sur l'offre de double écran, à 23 € sur l'offre 4 écrans. Donc on pourrait passer à 25 si Netflix répercute les hausses de tarifs. Est-ce qu'on ne va pas arriver au bout d'un moment à une limite? Alors je pense que Netflix teste, quitte à pouvoir à faire marche arrière le cas échéant. En tout cas, c'est vrai que ça commence à faire un budget. Surtout qu'aujourd'hui, un abonné Netflix, il peut être abonné aussi à Disney+, 12 € de plus, il peut être abonné à Prime sans pub, et voilà, etc. On multiplie les abonnements. Ça commence à faire beaucoup. Au départ, c'était vraiment le tiers de l'abonnement téléphonique. Aujourd'hui, c'est supérieur au prix d'un abonnement SFR, Orange ou autre. Ça commence à faire un petit budget. Pardon. Il y a un chiffre qui va là-dedans. On disait Netflix, c'est de plus en plus cher. Reste qu'il y a quand même cette offre qu'ils ont lancée, l'offre standard avec pub. Donc on accepte de se dire, bon, j'ai de la pub, mais c'est une offre qui est pas chère, qui est une offre qui est aujourd'hui à 6 € en France, qui va peut-être passer à 7, qui resterait quand même dans les prix d'arrivée de Netflix, qui en fait correspondrait à ce qu'on a connu au tout début, sauf qu'il y a de la pub. Et effectivement, il n'y a pas de 4K, on n'a pas le nombre d'écrans maximal, etc. Il y a un peu moins de contenu, il y a une partie du catalogue qui est pas réservée. Il y a un nouvel abonné sur 2 qui choisit cette offre. C'est quand même ça la force du truc, c'est-à-dire que les gens ils s'en foutent de la pub.
on se rend compte. C'est peut-être parce qu'il y a aussi une façon de regarder qui est le deuxième écran, le fameux deuxième écran. Ouais. On laisse quelque chose en fond qui tourne pendant qu'on fait autre chose, que les nouvelles générations ont vraiment auxquelles se sont habituées les nouvelles générations. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a peut-être une stratégie aussi derrière. Comme il y a une multiplication de plateformes, on peut tout à fait imaginer que Netflix, en augmentant ses prix, et comme il est incontournable, comme on l'évoquait, une stratégie de se dire, bon, puisque les gens vont devoir faire des choix, ils vont peut-être arrêter de s'abonner sur les autres plateformes, mais pas sur Netflix. Et donc, du coup, tu réduis les concurrents, mais l'air de rien, sans les attaquer de manière frontale. Et si c'est une stratégie, en tout cas, elle est assez pernicieuse, parce qu'elle est très, comme ça, elle évolue un peu en dessous de la table. Mais, mine de rien, on retrouve ces offres qui sont les plus abordables, qui sont celles qui ont le plus de succès, mais ça va de pair aussi avec l'arrêt du partage de compte, puisque on avait peut-être une famille qui avait son compte qu'elle partageait, et quand on est étudiant et qu'on s'en va on a du foyer, on n'a plus l'opportunité. Nous on a étudié à Paris, inversement, etc. On a une sœur, machin. Et donc là, on prend l'offre à la moins chère parce qu'on a un budget d'étudiant, etc. Donc il y a je vois des causes et conséquences se tisser comme une sorte de grande matrice, mais Netflix a fait aussi ça parce qu'ils ont ouvert entre guillemets la boîte de Pandore de la publicité et qu'en fait ils se sont rendus compte que c'est excessivement rentable. C'est-à-dire que c'est pour ça, il y a 3 ans, Netflix, c'était pas rentable quasiment. Aujourd'hui, la publicité, ça permet certainement. Alors, ils ne donnent pas de volume, de chiffre d'affaires publicitaire généré par ces offres-là. Ils disent simplement que leur chiffre d'affaires a doublé en 1 an. Bon, alors ils partaient de très peu, donc doubler, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est un relais de bénéfices pour et de rentabilité Netflix. sur le long terme. De rentabilité, certainement. Et puis aussi, ça leur a permis, avec cette offre low cost, parce qu'on voit que finalement Netflix, à l'image un peu de la société, est en train de se polariser avec les nantis qui ont l'abonnement à 25 €, sans pub, 4 écrans, et puis le public qui est peut-être un peu moins consommateur de contenu, qui n'est pas un gros consommateur de contenu, et qui se dit, bon, finalement, 6 € par mois, je me paye Netflix, j'ai un peu de pub, comme le disait Romain, pendant la pub, je regarde mes réseaux sociaux et je fais autre chose, mais j'ai quand même Netflix, j'ai quand même accès au contenu dont on parle à la machine à café le lendemain, et c'est grâce à ces offres-là qu'ils ont pu aller chercher des nouveaux consommateurs, alors qu'on pensait qu'ils avaient fait le plein. Qui plus est que si c'est un public qui vient de la télé et qui compare, il y a toujours quand même moins de pubs. Il y a toujours moins de pubs qu'à la télévision. Sur 1 heure de programme. Un dernier mot, qu'est-ce que tout ça nous dit de la concurrence finalement? On a beaucoup parlé de Netflix. Qu'est-ce que ça nous dit de Disney, d'Apple TV, de Prime Video? Netflix n'a pas franchement l'air de craindre cette concurrence. On l'a dit, on pensait que tout le monde voulait sa plateforme, que ça allait morceler le marché du streaming, que 10% pour un tel, 5% pour machin et tout. Aujourd'hui, on se rend compte que Netflix, ça reste 30% des abonnements en France, que Prime ne décolle pas plus que ce qu'ils ont déjà. Et en fait, c'est une base d'abonnés qui ne sont pas forcément des Prime Vidéo, c'est des gens qui ont Prime tout court. Disney Plus reste dans son coin. Apple n'a jamais vraiment décollé. Non, alors Netflix, mais ils sont archi leaders. Je pense que ça s'adresse à des publics différents. Je pense que dans 10 ans, on fait la même émission et il y aura plus ou moins les mêmes acteurs. Alors peut-être pas ceux des studios, les Paramount Plus, qui sont pour le coup limités à leur propre catalogue. En revanche, Disney Plus, à ma connaissance, est enfin rentable. C'est en tout cas ce qu'avait communiqué Disney l'année dernière. Donc ça continue quand même à bien marcher. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'événements, il faut le dire, sur Disney+, sur Amazon Prime. Alors Amazon Prime, c'est un peu différent parce que, alors il y a le contenu Amazon Prime et du contenu exclusif, la série The Boys par exemple, qui fait quand même encore l'événement. Il y a des événements ailleurs aussi, mais qui sont un peu moins forts que sur Netflix. Mais Amazon, ils ont une force, c'est que c'est aussi un portail qui permet de s'abonner à d'autres plateformes. Moi, par exemple, je suis abonné à Paramount Plus via Amazon Prime, à Filmo TV, qui offre beaucoup de contenu. Donc je pense que les gros consommateurs de contenu s'y retrouvent sur Amazon Prime, d'autant que c'est gratuit avec l'abonnement, avec les offres Prime avec publicité, là aussi, si on veut plus la pub, il faut payer un petit supplément en plus. Donc aujourd'hui, finalement, chacun a sa petite place dans son paysage. Alors même si Amazon n'est pas rentable, c'était jusqu'à présent un produit d'appel, mais le PDG d'Amazon a dit récemment, il faut qu'on arrête de perdre de l'argent avec ça. Ok, c'est un produit d'appel, mais ça nous coûte un peu d'argent. Ils investissent aussi beaucoup dans les programmes. Mais bon, un petit peu comme dans le streaming musical, finalement, il y a un archi-leader qui est Spotify. C'est la même chose, c'est le Netflix, c'est le Spotify de la vidéo Netflix. Et derrière, il y a plusieurs acteurs qui ont leur place, à la petite différence près que dans le streaming musical,
ils ont tous le même catalogue. C'est ça. Alors que dans le streaming vidéo, bon, ben, chacun a sa spécificité. Et c'est Netflix qui, aujourd'hui, aux yeux du grand public, a le catalogue le plus attractif. Ouais, et l'interface aussi le plus intuitif. Et l'interface aussi, oui. Il ne faut pas le laisser de côté, mais que ce soit la logique générale le vignettage des séries qui changent régulièrement et selon les profils aussi qui s'adaptent, qui essaient en tout cas de trouver. Les algorithmes d'utilisation sont devenus de plus en plus évolués pour nous refaire revenir avec des contenus qu'on avait écartés en se disant non, c'est pas pour moi. Hop, changement de vignette. Et pourquoi pas. Et il y a ce côté-là, il y a l'algorithme évidemment sur lequel ils ont une longueur d'avance considérable. Et voilà, il y a les infrastructures, l'interface. Je dis ça a l'air de rien, mais le confort qu'il y a quand on regarde Netflix par exemple par rapport à d'autres plateformes qui sont un peu plus brouillons, etc. C'est sûr que ils ont de l'avance. Interface, moteur de recherche, effectivement, sont bien meilleurs sur Netflix. C'est un point important. Il faudra qu'on soulève un jour dans l'émission le capot de Netflix et des autres plateformes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'interface. En attendant, on va terminer cette émission avec nos recos de la semaine. Deux idées pour se changer les idées le soir en ce moment dans ces froides soirées hivernales. On va rester sur Netflix avec toi, Fred, puisque Netflix. On va rester dans le froid. On va rester dans le froid, le très froid même. J'espère qu'on n'aura pas aussi froid que ça quand on va sortir du studio, puisque c'est un film que tu as vu qui illustre assez bien la stratégie que peut avoir Netflix aussi sur les contenus. On en parlait en langues étrangères. Ce film s'appelle Le Cercle des Neiges. Film original Netflix. Exactement. Alors c'est sorti pour les abonnés Netflix qui sont à l'affût des sorties il y a un an. Donc on fête l'anniversaire du film. Donc moi je l'ai vu que récemment. Alors je connaissais le réalisateur qui s'appelle Bayona. C'est un espagnol, Juan Antonio Bayona. Et alors Le Cercle des Neiges, moi j'avoue ça a été une bonne surprise. Même si je connais le réalisateur, je sais qu'il fait du bon travail. Mais globalement, enfin en tout cas à titre personnel, je trouve que le passage des grands réalisateurs de la salle à la plateforme, pas toujours réussi. Pas toujours réussi. Je trouve que, alors sur Netflix, ils ont très souvent, alors c'est peut-être un petit pas tout à fait vrai, mais globalement assez carte blanche. Il n'y a pas de producteur pour leur dire non, ça tu me coupes cette scène. Ce qui du coup aboutit parfois à des délires un peu. Les réalisateurs, il faut parfois qu'ils aient un cadre, qu'ils soient un peu encadrés. On l'a vu avec Scorsese. Ce que j'allais dire, Martin Scorsese, si tu nous écoutes. Quand il a fait son film, alors il est de bonne qualité, 4 heures, c'est un peu long. On a l'impression d'avoir vu plusieurs fois son film. David Fincher aussi. Le passage sur Netflix, c'était pas toujours réussi, je trouve. Là, Juan Antonio Bayona, qui venait, alors lui, il a fait le chemin inverse. Il venait de la salle, dans un gros studio où il était très cornaqué. Il avait fait la suite de Jurassic World. Je trouvais qu'il avait complètement perdu ce qui faisait sa force. Là, il arrive avec Le Cercle des Neiges. Alors, on rappelle brièvement l'histoire, on la connaît tous. C'est cette histoire de 1972, l'avion uruguayen avec cette équipe de rugby qui s'est crashé dans la cordillère des Andes. Ils ont vécu 2 mois dans des conditions horribles. Le film, c'est un petit bijou, c'est magnifique, c'est jamais voyeur et pourtant, des scènes très dures. C'est une histoire il y connue en a, le cannibalisme. C'est filmé, c'est le cannibalisme, exactement. Ils ont dû manger les corps de leurs camarades qui n'ont pas survécu au crash. C'est un film d'une beauté. Alors, c'est tourné en Espagne. Je vous conseille aussi d'ailleurs le documentaire qui a été fait sur le tournage avec des interviews des survivants qui est aussi sur Netflix. Ce film, c'est un petit bijou, un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est le meilleur film produit par Netflix jusqu'à présent. Ah oui, vraiment, je vous conseille. C'est 2h20, vous allez sortir de là, mais vraiment bouleversé, parce que c'est jamais dur, c'est émouvant. Vraiment une vraie réussite. Regardez Le Cercle des Neiges, même si le sujet ne vous dit pas. Vous allez vous dire, c'est pas un feel-good movie. Ça n'est pas gore, ça n'est pas, on rassure aussi les gens. Non, pas du tout. C'est pas du tout un feel-good movie. On se dit, c'est pas un feel-good movie, on va pas se marrer. Mais c'est effectivement un très beau film. Je me joins à toi, Fred, pour dire aux gens de regarder ce film que j'ai beaucoup aimé également. Et on va terminer, on va sortir de Netflix un petit peu. Allez, ça suffit. On va aller sur une plateforme française qu'on adore, c'est Arte. Arte qui nous a proposé ces derniers mois un docu qui a beaucoup fait parler, que tu as vu, Romain. Moi, je l'ai toujours pas vu, j'ai toujours pas eu le temps. Mais tout le monde n'en dit que du bien. C'est le docu sur DJ Mehdi. Tout à fait. Raconte-nous pourquoi est-ce qu'il faut le regarder si on l'a pas encore vu. Made in France. 6 épisodes de un peu plus d'une demi-heure, on va dire, qui sont sortis en fin d'année dernière. Ça a été quand même la série qui a été récompensée à Cannes Série. Donc il faut quand même en 2024 meilleure série documentaire. Donc c'est une série de j'ai Thibaut de Longeville, je voulais citer son nom. Moi c'est une série dont on me parle et qu'on entend partout dans les médias. Moi, j'ai un ami on en a beaucoup parlé. J'ai un ami dont je suis très proche qui est très très fan de DJ Mehdi et qui déjà nous en parlait avant et donc qui m'a
cette année pour que je regarde ça. J'ai mis le Il temps. a fini par t'avoir à l'usure. J'ai fini par regarder et j'aurais dû l'écouter vraiment avant parce que c'est un pan entier de la culture des années 90 et début 2000 qui est vraiment mise en avant. Et ce personnage qui est complètement atypique, un véritable génie autodidacte, qui s'est affranchi de toute considération sociale, de ce qu'on pouvait lui dire, ce qu'il pouvait entendre, pour casser des barrières. Et ça, c'est assez fantastique à observer aujourd'hui dans un monde très polarisé. Ouais. C'était quelqu'un qui cassait des barrières. Alors entre le rap et la French Touch électronique, oui, mais pas que. Entre les différentes banlieues, notamment avec Vitry, avec le 113 et Mafia Qu'un-Free, pardon. Et du coup, on a des images d'archives incroyables. Ouais, c'est la force de ce docu, hein, visiblement. C'est vraiment pas du tout un truc raconté a posteriori, on vit à travers les images, quoi. Il y a les images d'époque, il y a des enregistrements de sa voix à lui en interview, et il y a les gens qui l'ont vraiment côtoyé, que ce soit dans la sphère familiale, avec sa mère, sa sœur, sa femme, etc. Mais aussi des grands acteurs et actrices de la scène culturelle, qu'elle soit rap ou de l'autre côté électronique. Et donc voilà, il y a vraiment des gens qui sont des sommités mondiales qui sont là pour en parler, et de voir que ce DJ Mehdi était un génie autodidacte. À 12 ans, il construisait lui-même son sampler à partir de plans qu'il avait trouvés. Et voilà, son ami d'enfance, c'est Kerry James qui à 12 ans a un meilleur flow que la plupart des rappeurs vocodés d'aujourd'hui. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et quand on connaît juste quelques sons et qu'on comprend le fil rouge, qui est cette personne qui a toujours le sourire, qui est quelqu'un de ultra positif, ça fait énormément de bien. C'est hyper touchant comme documentaire en plus. Bah voilà, écoute, s'il y a des gens comme moi qui n'avaient pas encore eu le temps de le voir, je pense que ça devrait achever de vous convaincre et de regarder, parce que c'est toujours disponible. C'est donc 6 épisodes, DJ Mehdi Made in France, à voir sur arte.tv et sur YouTube, évidemment. Merci Romain. Merci Fred pour votre brillante analyse à tous les deux. On reviendra dans 10 ans pour reparler de Netflix, si on est encore là et si eux sont encore là. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous dis à très vite. Évidemment, l'émission est à retrouver partout. Vous avez l'habitude en podcast, sur YouTube, sur notre site Tech & Co. Et donc, on se voit pour une prochaine émission, l'épisode suivant. Salut!